Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5e épisode du Raham et du Tam, du sage et du simple. Et cette fois-ci, on va aller regarder la réaction du sage face à l'émissaire du roi. L'émissaire du roi va venir le rencontrer et va lui dire que le roi veut le voir. Voilà. Alors là, c'est pas du tout la même ambiance que ce qu'on a vu avant avec le simple. Dans cette spontanéité extraordinaire, cet empressement, tout ça. Je vais être obligée de vous le lire un minimum pour que vous vous rendiez compte. C'est une diatribe, hein, d'un seul coup. Là, alors autant c'est extrêmement lapidaire avec le simple, autant là, on va rentrer dans... bon... Déjà, il lui dit, en fait, donc le sage répond au sage qui a amené la lettre, « Attends et passe la nuit ici, nous reparlerons et nous déciderons. » Donc déjà, on n'est pas du tout dans la même perspective d'empressement, de joie, etc. etc. T'attends, ah, tu vas passer la nuit, on va en discuter, etc. etc. Bon. Et le soir, il prépare en son honneur un grand repas. Donc déjà, c'est un émissaire. Il lui envoie une lettre et l'autre commence à lui faire un festin. En fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est un postier. Enfin, il t'a amené à recommander. Ouvre la lettre et puis voilà. Et au cours de ce repas, le sage fit étalage de sa sagesse et de sa philosophie. Il prit la parole et déclara: de quoi s'agit-il? Qu'un roi comme lui m'envoie chercher en faveur d'un sujet aussi signifiant que moi. Que suis-je pour que le roi m'envoie un émissaire? N'est-il pas un tel roi qui possède une autorité et une grandeur comme celle-là, alors que je suis bas et méprisable devant un roi si grand et redoutable? Enfin bref, en fait c'est presque indécent, c'est presque pénible à lire, si j'ose dire. Voilà. Comment une telle chose est-elle concevable pour l'esprit, à savoir qu'un roi tel que lui dépêche quelqu'un en faveur d'une personne aussi insignifiante que moi? Et alors là, il va commencer à rentrer dans des espèces de raisonnements complètement débiles. Alors déjà, première chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de fausse humilité. Ça respire quand même quelque chose qui n'est pas très sain. Au bout d'un moment, on a envie de lui dire, bon, on va passer à autre chose, réponds oui ou zut, mais dis-moi quelque chose, quoi. Oui, ok, t'es un grand nul, oui, tu m'étales ta connaissance depuis tout à l'heure, tu te prends des airs pas possibles, et en même temps, tu dis, oh là là, mais moi qui suis un si grand nul, comment le roi peut me faire une telle faveur? Vous voyez tout le côté complètement dichotomique. Alors ça, il y a des fois, en fait... Pour nous, dans notre vie, c'est intéressant de penser à ça. Parce qu'en fait, c'est tellement ridicule. On ne va pas le dire, mais il y a des fois, on va peut-être le penser. C'est-à-dire, quand on va avoir des opportunités, quand on a un entretien d'embauche ou quand on a un entretien amoureux, qu'on veut rencontrer quelqu'un, est-ce qu'il y a des fois, ça vous est pas arrivé dans votre tête de vous dire « Oh là là, mais est-ce que je vais être à la hauteur de la personne, etc. » Mais déjà, mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement débile? Vous allez me dire « Oui, là, c'est un roi. » Mais a fortiori, quand c'est pas un roi, je veux dire, a fortiori. Donc, c'est surtout qu'en fait, quand à un moment donné, on a une opportunité, on nous dit « Bah tiens, le roi veut te voir, tiens, le roi veut me voir. » Eh bien, allons découvrir en fait ce que le roi il attend de moi. La vraie humilité, c'est de faire exactement ce que le simple a dit. Waouh, c'est une opportunité extraordinaire. Je vais pouvoir discuter avec lui, je vais pouvoir rencontrer le roi. Eh bien, on y va. Et puis je vais voir. Mais je me lance pas dans des grands discours, pas possible. Et alors là, on part dans des espèces de spéculations. Si je prétends que c'est en faveur de ma sagesse, que suis-je par rapport au roi? Si je suis en train de me dire que c'est parce que je suis un sage, oui, mais en même temps, le roi, il est beaucoup plus sage que moi. Le roi, en plus, ne dispose-t-il pas de sage? Il n'en a pas déjà? Et si le roi en personne est également un très grand sage, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là que le roi demande après moi? Alors, s'il est si bien entouré, si lui-même c'est un sage, pourquoi il me demande de venir, en fait? Voilà. Il en était totalement abasourdi. C'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'il commence à remettre en question le fait que ça lui arrive. Et avec tous ces raisonnements tordus dans sa tête, déjà il se dit « Ouh, il y a une entourloupe ». Alors, ce qu'il y a d'intéressant, surtout si vous avez écouté la vidéo d'avant,
c'est de comprendre, je parlais dans la tête de tous les calculs, de tous les... ce côté pervers dans la tête. Eh bien, on le voit ici. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la chose simplement, j'ai eu une lettre, le roi m'appelle, je dis oui ou je dis non. Je vais commencer à rentrer dans tout un tas de raisonnements, complètement fallacieux d'ailleurs, et pour lesquels je n'ai pas de réponse, parce qu'en fait, la seule manière d'avoir une réponse, c'est de dire oui et d'y aller, et comme ça, je sais ce qu'il veut, et puis point à la ligne. Voilà. Et donc, en fait, tout ce constat, nous dit-on, provenait en totalité des paroles du premier sage, c'est-à-dire l'ennemi du simple. Alors, parce qu'en fait, ce sage avait parlé, c'est-à-dire le premier sage qui était l'ami du simple, avait parlé, c'est-à-dire le sage de l'histoire, parce qu'en fait tout ce constat provenait effectivement de, pas le sage qui a été l'émissaire, c'est un peu compliqué, mais le sage de l'histoire, en fait, celui qui est le personnage principal. Voilà. Alors après qu'il ait été stupéfait, fort étonné, il se dit ces paroles-là, et puis après, il déclare à l'émissaire, il lui dit « Sache que ce que je dis est qu'à mon avis, la chose étant comprise et forcément claire, il n'y a pas du tout de roi dans le monde. » Regardez, alors c'est ça un sophisme. C'est-à-dire que lui, il se dit de toute façon, le roi, il est déjà entouré de sages, de toute façon, il a déjà une sagesse bien supérieure à la mienne, je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de moi. Résultat, étant donné que j'ai compris tout ça avec une clarté extraordinaire, en fait, il n'y a pas de roi dans le monde. C'est-à-dire que tout ça, c'est du fake. Et en fait, la lettre, tout ce que tu es venu me dire, etc., de toute façon, tout ça, ça n'existe pas. Et il commence à expliquer, le roi entier s'égare dans cette folie en pensant qu'il existe un roi, voit et comprend. Alors, il pontifie, ça c'est une manière d'expliquer les choses en disant « sache que je vais te prévenir ». Voit et comprend comment une telle chose est possible, à savoir que tous les habitants du monde se livrent eux-mêmes en s'appuyant sur un homme qui est le roi. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a imaginé ce truc-là. Tout le monde a imaginé, alors je redis ce que j'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que dans le conte, il s'agit de Dieu, il s'agit d'Hachem. Autrement dit, non mais en fait, je veux dire, que le roi nous appelle, qui nous dise à un moment donné, vous savez, il y a quelqu'un qui dirige ce monde, de toute façon tout ça c'est de la foutaise. En fait, il est absolument évident qu'il n'existe pas de roi. Alors l'émissaire, il lui dit, mais ne t'ai-je pas présenté une lettre en provenance du roi ? Et puis le sage, il questionne, mais il lui dit, mais t'as rencontré en personne, en fait, le roi? Il te l'a donné la lettre en main propre? Elle lui dit, non, non, c'est un seul homme qui m'a remis cette lettre au nom du roi. Ah, bah, le sage, il lui répond, eh ben alors, maintenant, vois de tes yeux combien mes paroles sont justes, à savoir qu'en fait, il n'y a pas de roi. Dans la mesure où tu ne l'as pas rencontré, alors ça aussi, regardez le raisonnement. Puisque tu ne l'as pas rencontré, il n'existe pas. Mais comment Qu'est-ce qui fait, heureusement, enfin, je veux dire, moi, il y a des gens que j'ai jamais rencontrés dans ma vie, et ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui existent que j'ai pas rencontrés, parce que c'est compliqué vu combien on est sur Terre. Voilà. Mais, et de la même manière, alors oui, autrement dit, ce que moi j'ai pas vécu, ce que moi je connais pas, ce que moi j'ai, ça n'existe pas. C'est typique d'ailleurs des gens qui pensent qu'ils ont une sagesse absolument extraordinaire. Comme moi, puisqu'on ne peut jamais être connaisseur de tout, eh bien, comme moi je ne connais pas cette chose-là, alors forcément, ça ne rentre pas dans mon champ de connaissances, ça n'existe pas. Très intéressant de se dire ça. Et donc, à nouveau, il l'interroge, dis-moi, viens-tu de la ville royale ou y as-tu grandi depuis ta naissance? Dis-moi, as-tu déjà vu un jour le roi? Et l'autre lui répond, non. En effet, c'est bien la vérité, à savoir que personne n'a le privilège de contempler le roi, car le souverain ne se fait pas voir, hormis qu'en de rares occasions, très espacées dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'expliquer, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui l'ont vu, mais il y a des gens qui l'ont rencontré effectivement, mais ça reste une minorité. Alors le sage, il lui redit, eh bien, à présent, observe combien mes paroles sont claires et limpides, à savoir que sans aucun doute, il n'existe pas de roi, puisque de toute façon, il n'y a qu'une minorité. Ça veut dire que cette minorité, de toute façon, peut-être elle nous raconte des bêtises, puisque même toi, tu l'avoues que tu n'as pas vu le roi. Alors,
Le sage repose une nouvelle question. Et si c'est le cas, qui dirige l'émissaire, pardon, si c'est le cas, qui dirige le pays? Alors le sage lui répond, oh, mais à ce propos, je vais t'en parler très clairement. Car c'est moi que tu interroges, moi qui suis versé dans ce domaine. Alors moi qui suis un grand connaisseur, je vais t'expliquer avec toute ma sagesse ce que j'ai compris, ce que je sais. C'est même pas ce que j'ai compris, c'est ce que je sais. J'ai en effet exploré les pays, je me suis rendu en Italie, là-bas, tel usage est en vigueur, il y a 70 ministres qui font office de conseillers, ils siègent, dirigent le pays pendant un temps déterminé, et de cette manière, tous les habitants du pays se partagent le pouvoir à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il va partir de ce qu'il connaît. Encore une fois, ah mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu qu'effectivement il n'y a pas des rois partout et qu'il y a des fois, ça s'appelle la démocratie, hein. Ce sont des conseillers qui font office de roi et qui en fait siègent et c'est comme ça qu'ils dirigent le pays. Alors petit à petit l'émissaire il commence à écouter tout ça et puis jusqu'à ce qu'ils arrivent tous les deux donc à la conclusion et puis qu'ils tranchent qu'à n'en pas douter, il n'existe absolument qu'un roi dans le monde. Vous voyez comment avec toutes ces explications-là, et plus la personne elle est brillante, et plus la personne est capable de vous expliquer les choses avec des arguments extraordinairement convaincants, eh bien en fait, ça veut dire qu'il a embarqué, ça y est, l'émissaire qu'on lui avait envoyé, alors que lui était l'émissaire du roi, qu'il avait une lettre cachetée du roi, lui aussi se dit « Ah oui, en fait, tu dois avoir raison, en fait, c'est du fake tout ça. » Alors le sage reprend la parole et dit « Attends jusqu'au matin, je te clarifierai encore davantage l'explication en la raffinant de plus en plus, en te démontrant qu'il n'existe pas du tout de roi dans le monde. » C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez déjà, il y a aussi une autre chose qui me vient. C'est cette espèce de kiff de justifier, de passer du temps autour de grandes explications. En fait, on n'avance pas, on fout rien, on se bouge pas. Mais en revanche, il va falloir justifier qu'on a raison. Alors, donc c'est parti d'une espèce de doute, c'est parti de certains questionnements, et à partir des questionnements, au lieu de foncer, eh bien finalement, on en arrive à des conclusions. Et ces conclusions, après, on va essayer de les étayer et de les justifier parce que nous, on connaît. Voilà. Et donc, le premier sage se leva de bonne heure le matin. Et puis, donc oui, parce qu'il y a le sage de l'histoire et puis il y a le sage émissaire, on s'en fiche. Et puis donc il réveille l'autre en lui disant « Viens avec moi dehors et je te montrerai la chose de façon claire, à savoir comment le monde entier est dans l'erreur et qu'en vérité il n'y a pas du tout de roi, alors que tous sont dans un grand égarement. » Autre chose qui vient derrière ça, c'est-à-dire que non seulement lui est parti dans ses délires, il a emmené l'émissaire dans ses délires. Mais maintenant, il va vouloir convaincre le monde entier de ses délires. C'est-à-dire, quand on est dans cette sagesse-là complètement dévoyée, que Rabbi Nachman appelle les hérésies, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a besoin derrière de justifier son positionnement. Et donc, il va falloir trouver des gens qui vont te dire « t'as raison, t'as raison ». Le simple, il n'en a rien à foutre. On en avait parlé, je ne sais plus si c'est dans la première, la deuxième vidéo, on s'en fiche, mais on avait vu que la première, je crois, une des forces extraordinaires du simple, c'est qu'il se contrefichait de ce que les autres pensaient, de ce que sa femme lui disait. Il se comparait absolument pas. Alors, j'adore cette réaction, mais c'est incroyable, la préscience, la justesse, j'allais dire presque vertigineuse de Rabbi Nachman, parce qu'en fait, c'est une des manières de repérer ces gens-là. C'est-à-dire le besoin qu'ont certaines personnes, au travers de leur grande sagesse, de leur grand raisonnement, de vouloir convaincre les autres. Parce qu'en plus, ça rend ces gens-là relativement agressifs, intolérants, intransigeants, et finalement peu sûrs d'eux. C'est ça qui est fou, c'est que dans l'extériorité des choses, vous allez me dire, entre le sage et le simple, qui paraît le plus confiant en lui? C'est évident que c'est le sage. Mais s'il était si confiant que ça,
il aurait besoin d'aller conquérir le monde et d'aller faire des émules de partout pour que tout le monde lui dise « t'as raison, t'as raison, t'as raison ». Intéressant ça. C'est-à-dire que quand on a confiance dans ce qu'on croit, on n'a pas forcément besoin d'aller crier sur les toits et d'enquiquiner tout le monde pour que tout le monde te suive comme des toutous, quoi. Voilà. Et donc, en fait, voilà, il a besoin de dire tous les autres sont dans l'égarement, donc tous les autres sont dans l'erreur et moi, je détiens la vérité. Donc, à chaque fois qu'on rencontre des gens comme ça, vous pouvez vous dire qu'a priori, sont des gens qui fonctionnent. Et nous aussi, on a ce racham en nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on va fonctionner comme ça, de la même manière, ça veut dire qu'on est dans nos sagesses à 2 balles, j'allais dire. Ils se rendirent au marché, ils virent un soldat. Ils l'attrapèrent et lui demandèrent « Qui sers-tu » Il répondit « Le roi ». Ils l'interrogèrent « As-tu déjà vu le roi ?»« Non. » Et hop, et il rentre là-dedans, voilà. Alors l'autre dit, ben regarde, y a-t-il une folie comme celle-là? À nouveau, ils se rendirent près d'un officier qui faisait partie de l'armée. Et il recommence la même chose. Qui sers-tu? Le roi. Et l'as-tu vu? Non. Et il recommence encore. Et bien à présent, vois de tes yeux que la chose est claire, tout le monde se trompe et il n'existe pas du tout de roi au monde. Ça aussi, vous voyez, d'aller chercher les preuves. Ah ben alors j'ai rencontré 3 personnes, et puis 10, et puis 100, et puis 1000, et puis tout le monde m'a dit ça, donc j'en fais une vérité, et je la scène de cette manière-là. C'est énormément, d'ailleurs c'est extraordinaire parce que dans le mode de fonctionnement aujourd'hui du monde, on édicte un certain nombre de lois, qu'on érige finalement comme une vérité extraordinaire en fonction de quoi? En fonction de ça. En fonction des statistiques. Alors, ben, si ça marche dans 70% des cas, si ça marche dans... Alors, ça veut dire que ça ça marche pas dans 30, mais c'est pas grave, on s'en fout parce que dans 70% des cas, ça marche. Donc, ça veut dire qu'on l'érige en vérité, on l'érige en loi, pour s'apercevoir bien souvent après qu'en fait, c'était une connerie. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. On se base énormément sur la statistique aujourd'hui, ce qui est un interdit terrible dans la sagesse hébraïque, parce qu'en fait, c'est pas une sagesse du tout, c'est une bêtise. Le sage déclara encore, viens, partons et allons de par le monde, et je te montrerai encore comment le monde entier, tout entier, est plongé dans de grandes erreurs. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils partent, ils voyagent, etc. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, son but, c'est quoi? Pas du tout d'accéder à une vérité quelconque. C'est de prouver ses théories. Parce qu'en fait, voilà, partout où il va, son but, c'est de montrer comment tout le monde se trompe, comment tout le monde est dans l'erreur. Vous parlez d'un but dans la vie, de vous dire, et une manière de se rehausser en disant, regarde, tous ces imbéciles, regarde. En fait, combien eux, ils n'ont rien compris et combien moi, j'ai tout compris. Et donc, en fait, ceux qui avaient trait au roi leur servaient d'exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils repartaient de ce sophisme, de cette idée de base qu'ils voulaient prouver. Voilà. Et donc, bien évidemment, à chaque fois, en fait... à chaque fois, ils confirment leur théorie en permanence, jusqu'à ce qu'en fait, voilà, ils voyagent jusqu'à ce qu'ils eussent épuisé ce qu'ils avaient en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils vont commencer à perdre tous leurs biens. Ils commencèrent à vendre un cheval, puis le second, finirent par tout vendre jusqu'à être contraints de voyager à pied. Ils interrogeaient les gens en permanence, ils découvraient que le monde était dans l'erreur et ils devinrent des pauvres qui se déplaçaient à pied, leur prestige disparut, ils devinrent totalement insignifiants, car on ne considérait pas du tout des pauvres de leur niveau. Et comment, en fait, en partant de là, et dans cette espèce d'entêtement terrible, finalement, pour prouver que j'ai raison, eh bien, finalement, je vais tout perdre. C'est une espèce de déchéance, en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de regarder les gens qui fonctionnent de cette manière-là, et qui s'entêtent, parce que là, on le voit. En même temps, ce que Rabbi Nachman nous montre, c'est un cas, entre guillemets, qui paraît extrême, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. C'est-à-dire que combien l'être humain aussi, quand il se base sur cette sagesse personnelle, combien l'être humain a du mal à admettre qu'il s'est trompé, à revenir en arrière. Et que quand on rentre dans ce type d'hérésie-là, ça devient une espèce de combat où on perd de vue complètement notre propre intérêt et où
on se laisse complètement glisser jusque dans cette déchéance, puisque c'est ça, jusqu'à disparaître, jusqu'à perdre toute, je dirais, toute existence, toute place dans ce monde. C'est-à-dire que même la sagesse de départ, qui avait permis aux sages d'accéder à un certain statut, etc., en fait, ils s'auto-sabordent. Juste pourquoi? Pour se dire j'ai raison. Le prix que ça leur coûte, c'est absolument affolant. Donc, je vais m'arrêter là, mais là aussi, de regarder jusqu'où est-ce que dans nos vies, pas forcément à ce niveau-là, bien évidemment, mais jusqu'où est-ce que ça ne nous est pas arrivé, des choses comme ça, à force de vouloir absolument avoir raison et imposer ça, et prouver au monde certaines choses, où on a pu finalement se couper de certaines amitiés, ou alors ça a pu arriver à des gens autour de nous, des gens qui finalement au bout d'un moment sont devenus insupportables, se sont retrouvés sans personne autour d'eux, aucun entourage, aucun... Pourquoi? Parce que cette espèce de jusqu'au boutisme, d'intolérance, au bout du compte, ça traduit un mal-être profond. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de nous montrer aussi, c'est que l'arbre de la connaissance, qui était également appelé l'arbre du doute, quand on reste là-dedans, qu'on s'entête là-dedans, et qu'on n'accepte pas de casser cet orgueil, eh bien, ça va jusqu'à nous faire tout perdre. Ça peut griller un couple, ça peut griller un boulot, ça peut griller une vie de famille, ça peut griller tout. Et donc, de réfléchir à ce besoin qu'a l'homme d'avoir raison. Et finalement de se dire, mais j'ai tout à perdre. L'une des premières choses, d'ailleurs, c'est ce que nous disent les sages dans le couple, c'est quoi? C'est que c'est la plus grande chose qu'il va y avoir à travailler. C'est pour ça que ce que fait travailler le couple, en tout premier, c'est quoi? C'est cet orgueil, cet ego, de « je veux avoir raison ». Non, pour le Shalom Bayit, pour vraiment construire un couple, la première chose, c'est je préfère dire à l'autre, oui, il n'y a pas de souci, tu as raison, mais pour obtenir déjà la possibilité de construire sur quelque chose qui est la paix. Ça ne veut pas dire qu'après on ne va pas rediscuter de la chose et comme on a vécu, mais de ne pas s'entêter jusqu'à obtenir que l'autre nous dise, je veux dire, jusqu'à l'écraser complètement. Parce qu'en fait, c'est ça qui se produit au bout d'un moment. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vais vous souhaiter plein de belles choses et puis on se retrouve bien vite pour la suite de ce conte absolument incroyable. Au revoir à tous.